Par rapport au panel, bon, on a abordé les problématiques de financement du paludisme en parlant du Fonds mondial. Il faut dire que le Fonds mondial appuie les États. Bon, il y a eu vraiment une rupture de paradigme, si on peut dire. Parce qu'initialement, le Fonds mondial finançait exclusivement l'État. Et c'est l'État qui allouait des financements à la société civile. Initialement, c'est l'État qui était le récipiendaire principal. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué qu'il y a eu une inversion. Avant, c'était le Fonds mondial qui donnait à l'État et l'État donnait aux OCB et aux OSC. C'est par la suite qu'il y a eu des sous-récipiendaires, c'est-à-dire une partie du financement est allouée à l'État et une autre partie aux OSC. Et avant, c'était presque du 80%, 20%. C'est-à-dire 80% à l'État, 20% aux OSC. Les choses ont évolué, on est allé jusqu'à presque 60%, 40%. 60% à l'État, 40% aux OSC. Et finalement, aujourd'hui, on est dans une dynamique d'inversion de cette tendance, avec pratiquement presque 70% aux OSC et 30% à l'État, en sachant que les OSC sont dans l'État. Mais dans l'exécution, dans la mise en œuvre, le Fonds mondial met maintenant le focus sur les OSC. Et cette option stratégique du Fonds mondial découle de l'importance et de la position que doivent occuper ces OSC dans les réponses pour les 3 maladies que constituent le sida, le paludisme et la tuberculose. Nous avons choisi comme thème de ce forum de parler des problématiques de positionnement de la communauté par rapport aux réponses qu'on doit apporter à ces maladies, mais surtout par rapport au palud. Et vous avez perçu dans les interventions la nécessité de renforcer, de repositionner et de renforcer les acteurs communautaires et surtout de centrer les réponses sur les communautés. Et donc, vous avez perçu à travers ces discours certainement les perspectives qui s'offrent à ceux qui font des formations en lien avec ces interventions communautaires. Donc, c'est pour dire que l'étudiant en santé communautaire a devant lui une perspective très radieuse au vu des options de ces bailleurs qui ouvrent encore des perspectives d'intervention qui seront certainement pilotées par ces acteurs issus de ces formations. Donc c'est pour vous dire que chaque acteur doit se battre pour être au fait de ces stratégies, au fait de ces interventions et pouvoir les piloter. Il faut rompre avec les schémas classiques qui font que, une fois sorti de l'université, vous retrouvez juste un poste quelque part et vous êtes satisfait. Il faut s'inscrire dans une dynamique d'être un leader pour piloter ces interventions à l'échelle des communautés. Et aujourd'hui, pratiquement pour toutes les maladies, même pour les maladies non transmissibles, l'acteur qui pilote les interventions au niveau communautaire est incontournable. Prenez les maladies non transmissibles. Tout se fait au niveau de la communauté pour prévenir les complications de ces maladies non transmissibles qui coûtent un lourd, en tout cas qui coûtent beaucoup d'argent au système de santé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'insuffisance rénale, beaucoup de cas de cancer, Ça, on ne peut pas lutter contre ces maladies dans les services de santé. La lutte se fait au sein de la communauté. Il y a beaucoup de malades qui arrivent au niveau de la dialyse, c'est parce qu'il n'y a pas de dispositif communautaire pour prévenir et freiner l'évolution de ces maladies. Donc c'est pour vous dire que les étudiants en santé communautaire ont encore, en tout cas, des perspectives radieuses par rapport aux options du ministère, par rapport aussi aux options des bailleurs pour se positionner comme étant acteurs qui vont, en tout cas, aider le système de santé.
Donc je termine par peut-être le paludisme au niveau de la région de Diourbel. Donc la région de Diourbel a toujours été qualifiée, depuis un certain temps, comme la région qui porte le fardeau de la morbidité et de la mortalité palud. C'est lié au fait que dans la région, les niveaux de transmission sont très élevés. Le palud stratifie 3 niveaux de transmission. Il y a le niveau où on est à des incidences de moins de 5 cas pour 1000 habitants et des niveaux où on est à moins de 15 cas pour 1000 habitants. Les niveaux moins de 5 cas pour 1000 habitants, c'est les niveaux où on est dans la pré-élimination, dans l'élimination. Entre 5 et 15 cas pour 1000 habitants, ça veut dire que quand vous prenez 1000 habitants, vous faites le test, vous allez trouver entre 5 et 15 cas. Ça, c'est la pré-élimination. C'est vraiment la pré-élimination qui est colorée en jaune. Mais quand vous êtes au-delà de 15 cas pour 1000 habitants, on parle de zone de contrôle. Zone de contrôle, ça veut dire qu'on est loin de l'élimination, mais on est peut-être tout près de la pré-élimination. Et il faut se battre pour rabaisser les prévalences et aller dans la zone de pré-élimination. Au niveau de Diourbel, on a une zone qui est une zone d'élimination, qui est la zone de Bambey, une zone de pré-élimination entre Mbacké. Dans Diourbel, le faciès est un peu hétérogène, avec des zones où on est presque en pré-élimination et des zones où on est en contrôle. Mais pour l'essentiel, Touba et Diourbel sont des zones de contrôle. Dans les zones de contrôle, vous avez plus de 15 cas pour 1000 habitants et il faut dérouler toutes les stratégies de lutte contre le palud. Mais particulièrement, il faut mettre l'accent sur les stratégies communautaires. Les stratégies communautaires, vous avez parlé des déterminants de la santé, vous avez parlé des comportements, des croyances socioculturelles, vous avez parlé des habitudes, modes de vie, et tout ça, c'est là où on a plus besoin de l'acteur communautaire pour essayer d'inverser ces comportements, pour que ces comportements soient favorables à une meilleure santé. Et aujourd'hui, heureusement, le Fonds mondial finance surtout ces interventions qui ciblent les communautés.